Mesdames, Messieurs, bienvenue sur ce numéro de Faire Croiser, votre émission politico-sociale. Eh bien, sur Eden Télévision, la joute de ce jour porte sur la crise post-électorale. Et oui, on la croyait terminée, conjuguée au passé, mais c'était sans compter les violences de ces 10, 11 et 12 juin 2019 à Tchaourou, ville natale de l'ancien chef d'État Thomas Boniaï, lui-même confiné à son domicile de Kadiaon depuis plusieurs semaines et qui n'a pas pu satisfaire à la volonté d'un juge de l'auditionner. L'ancien député de l'opposition Guy Mitopé avait entre-temps reçu une convocation toujours dans le cadre des législatives du 28 avril 2019. Avec mes invités, nous aborderons toutes ces questions et puis nous allons questionner les mécanismes idoines nécessaires pour sortir définitivement et de façon crédible de la crise préélectorale. Place au débat. Bienvenue si vous venez de nous rejoindre sur Faire Croiser. Pour ceux qui étaient avec nous à l'entame de cette émission, ils le savent, nous abordons dans ce numéro crise post-électorale, quelle clé pour sortir de l'impasse? C'est le thème que nous abordons, vous l'avez su à l'instant. Salut Adamon, à ma gauche, est sur ce plateau pour en parler. Il est membre de l'opposition. Salut, bonsoir. Bonsoir monsieur le journaliste. Bonsoir, chers téléspectateurs. En face de vous et à ma gauche, nous avons Franck Béanzin. Il est membre fondateur de l'Union progressiste. Franck, bonsoir. Bonsoir, chers amis journalistes. Bonsoir, chers téléspectateurs. Sans plus tarder, nous entrons dans le vif du sujet. Je le disais, bien évidemment, il y a quelques secondes dans cette émission. La crise post-électorale est au menu. On la pensait plus d'actualité. Mais avec le développement des derniers événements, on constate aisément que nous sommes de plein pied dans cette crise. Salut Adamon, vous vous attendiez encore à cette escalade? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Il va falloir que nous puissions faire comprendre aux Béninois et aux Béninoises d'où est née la crise. Vous savez, si nous sommes actuellement dans une crise post-électorale, c'est parce que depuis le début, surtout à partir du vote du nouveau code électoral, le vote sur la nouvelle charte des partis politiques taillée sur mesure, c'est depuis lors que la crise a commencé. Et la crise s'est amplifiée surtout après les élections du 28 avril passé. Vous savez, nous avions appuyé sur la sonnette d'alarme pour que ces lois qui sont votées soient des lois inclusives, ne soient pas des lois qui vont exclure en fait des hommes politiques, la classe politique. Vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes dans un pays démocratique. Et la notion de la démocratie nous a été enseignée. Et la notion de la démocratie nous dit quoi? La démocratie étant un processus dynamique, c'est que tous les acquis ne sont pas définitivement acquis. Raison pour laquelle, dans une moindre mesure, il va falloir préserver cet acquis. Et l'acquis le plus cher que notre pays, le Bénin, devait préserver, c'est sa stabilité politique. Et ce qui a conduit aujourd'hui à l'instabilité politique, c'est l'exclusion surtout de la classe de l'opposition béninoise à participer aux élections législatives. Parce que vous n'êtes pas sans savoir, on va plus... Salut Adamon, on en a suffisamment parlé et puis les violences des 1er et 2 mai ont suivi cette exclusion et puis on a eu l'installation des députés. On pensait que le calme était totalement revenu au pays et que tous les fils et filles devraient regarder dans une autre direction, mais interpellation des présumés coupables de ces violences, on a vu ce que cela a donné, des maisons brûlées, un commissariat brûlé et puis des blessés à Tchaourou. Est-ce que vous vous attendiez à cela à nouveau? Monsieur le journaliste, je ne vais pas vous mentir. Et si il y a des gens dont les paupières de discernement ne dorment pas, doivent nécessairement nous dire la vérité, que la situation actuelle que nous traversons dans notre pays, le Bénin, est bel et bien attendue. Ah oui, parce que
On dit souvent que science sans conscience n'est que ruine de l'âme, n'est-ce pas? Mais moi je dis, gouverner sans humilité n'est que ruine du peuple. Aujourd'hui, ceux qui nous gouvernent n'ont pas d'humilité. Et c'est ça qui conduit aujourd'hui à la ruine du peuple. Ces échauffourées, surtout les événements du 1er et du 2 du mai passé, sont déjà conjugués au passé. Là, nous sommes aux événements de 10, 11, 12 juin, les plus récents, qui étonnent. Vous savez, monsieur le journaliste, ce qui s'est passé dans le pays est très grave. Est très grave dans le sens où le 11 mars passé, il y a eu une marche de l'opposition. Mais cette marche a consacré la majorité populaire. C'est que face à la majorité institutionnelle, le chef de l'État a sa majorité institutionnelle, le peuple a aussi sa majorité. Les événements du 1er et du 2 mai ont consacré davantage la maturité du peuple. Avec la détermination, oui, la maturité du peuple. Les élections du 28 passé ont montré que le peuple est mûr. Parce qu'une élection que nous allons avec moins de 5% de votants, officiellement et officieusement, avec des calculs algébriques que les uns et les autres peuvent le faire à 27%, c'est que 73% n'ont pas pu voter, ne sont pas allés voter. Les uns et les autres nous ont dit qu'on les a empêchés d'aller voter. C'est faux. Les 5% qui sont allés voter, pourquoi on ne les a pas empêchés d'aller voter? Donc ça, c'est autre chose. Raison pour laquelle, vous allez comprendre, écoutez très bien, vous allez comprendre qu'il y a la majorité populaire, il y a la détermination du peuple, il y a la maturité du peuple. Donc, ça ne peut pas arrêter là, parce que nous n'avons pas une assemblée nationale officielle. Nous n'avons pas, écoutez. Nous avons une assemblée nationale officielle. L'assemblée nationale, cette assemblée, tous les 83 députés, à une assemblée officielle. Tous les 83 députés nommés sont illégitimes aux yeux du peuple. Ça, c'est clair. Non, à vos yeux. Non, ça, c'est clair. Parce que quand on dit l'assemblée nationale, c'est quand même le peuple qui vote. Nous ne pouvons pas laisser à ce que 27% puissent gouverner 73%. C'est impossible dans quelle république? C'est impossible, monsieur le journaliste. Raison pour laquelle nous disons, vu l'illégitimité de cette assemblée, vous pensez que, du coup, les populations vont oublier ce massacre? Il y a la souveraineté du peuple qui a été confisquée par le gouvernement qui est en place. La souveraineté du peuple. Et nous disons la démocratie, c'est le pouvoir du peuple, pas le peuple pour le peuple. Et cette démocratie a été confisquée. Et qu'est-ce que vous voulez en tant qu'humain, en tant qu'homme? On vous dénie totalement de vos droits de vote. Saliou, on vous aura compris. Vous attendiez, bien évidemment, à cette escalade. On l'a compris. Non, naturellement, j'ai bien dit ceux dont les paupières de 17 mois ne dorment pas. On a compris, M. Saliou. Aller dans le même sens que moi. Comme M. Saliou, est-ce que vous aviez prévu cette escalade ou bien cela vous étonne? Merci, monsieur le journaliste. Je commencerai d'abord par diagnostiquer, comme l'a fait mon vis-à-vis, le contexte, la crise post-électorale. C'est vrai, nous sommes partis d'un moment un peu instable avant les élections. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Je crois qu'on en a parlé suffisamment sur les antennes. Et je pense que quand on est défenseur de la démocratie, on doit être également défenseur de l'état de droit. À partir du moment où l'institution habilitée à légiférer, je pense que la classe politique a l'obligation de se soumettre à la loi. Ne pas se soumettre à cette loi ou à la loi est une manifestation de désobéissance à la loi. Et si nous prenons ce qui nous a conduit à ces élections, c'est que quand le vote a été, quand les lois électorales ont été votées, avec, si je m'en tiens au propos de mes vis-à-vis, je ne pense pas qu'ils aient dénié la légitimité à l'Assemblée passée. Et pourtant, on voulait ou on veut rejeter, refuter une loi votée par une Assemblée nationale qu'on estime légitime. Alors, donc vous-même, vous refusez
la légitimité ou la force que la loi donne à la loi, vous refusez cette force parce que vous estimez que c'est des lois scélérates ou pas. Et bien évidemment, selon les dires de l'opposition ou des uns et des autres, c'est quand même une Assemblée nationale légitime. Alors, pour moi, quand on vote les lois, ce que l'opposition n'a pas fait en son temps, c'est qu'ils n'ont pas eu le temps, et je l'ai dit à plusieurs reprises sur plusieurs antennes, qu'ils n'ont pas eu le temps d'étudier la loi. On pense qu'une loi, c'est un roman qu'on prend, on lit et ça passe. Non, ce n'est pas ça. Ceci dit, sur la véritable question à vous poser, sur l'escalade que nous observons aujourd'hui, cette violence post-électorale qui se poursuit, ou sinon ces violences qui se poursuivent. Oui, j'en viens. Je parle de là pour vous dire, une crise, qu'elle soit préélectorale ou post-électorale, c'est d'abord les acteurs politiques, avant et après. Il n'y a pas un pays où vous n'avez pas vu, où vous n'allez pas voir dans une crise électorale les acteurs politiques. Donc, ce sont le comportement des acteurs politiques qui déterminent l'ampleur ou la densité de chaque crise électorale. Alors, ce qui se passe, ce qui s'est passé le 1er, 2, et ce qui s'est passé il y a quelques jours, les 10, 11 et 12 juin. Les 10, 11 et 12 juin. Je commence d'abord par faire un petit état des lieux. Nous avons eu violence à Tchaourou pendant la période électorale, le jour des élections. On a eu violence à Tchaourou, dans les environs de Savalou. On a eu violence à Savert. On a eu violence quelque part dans Parakou et autres. L'analyse des zones dans lesquelles nous avons eu violence voudrait dire que c'est des acteurs politiques des leaders de l'opposition, c'est principalement dans leur zone qu'on a eu violence. Alors qu'ils disaient, et ils ont dit cela sur toutes les antennes, que sans opposition, il n'y a pas élection. Ils ont même menacé qu'il y aura violence. Et il y a eu violence. Et donc, les instigateurs, ce ne sont que les acteurs politiques, les acteurs de l'opposition. Selon votre analyse, oui, rien ne prouve et je vous le ce que vous dites là. Je vous le dis, nous avons eu les élections sur le plan national. Si vous ne voulez pas aller voter, n'empêchez pas les autres d'aller voter. Mais nous avons vu, vous portez la responsabilité de ces propos. Nous avons vu, je fais le constat, je fais l'analyse selon laquelle les zones dans lesquelles nous avons eu de violence, c'est des zones ou fiefs électorales de certains acteurs politiques de l'opposition que nous connaissons très bien. Et c'est dans ces zones où nous avons eu la violence. Et après, cela n'empêche pas que dans ces zones, la mouvance aussi a des leaders dans ces zones. Donc on saurait accuser directement X ou Y. Et vous savez, quand on dit acteur de l'opposition ou acteur politique, c'est pas strate, c'est par niveau. Et donc, il y a des acteurs, vous savez de quoi je parle. Et quand on quitte le jour du vote, quand on a fini les élections, certains acteurs politiques, soi-disant de l'opposition, ont fait une communication pour dire que l'Assemblée nationale ne va pas être installée et ils ont donné un délai de 72 heures, si je ne me trompe. Et c'est au bout des 72 heures qu'il y a eu violence les 1er et 2 à Cotonou. Que voulez-vous dire? Que ce ne sont pas ces acteurs qui sont des instigateurs de ces violences? Alors, quand on finit cette étape-là et on vient au soulèvement ou aux violences du 10, 11 et 12 juin, qui se passe principalement à Tchaourou, qui se trouve être la zone de l'ancien président de la République, et il y a violence également post-électorale, et donc tout ce que je dis du début jusque-là, ça se voit de façon claire. Pourquoi c'est à Tchaourou que cette violence continue? Eh bien, alors l'on doit
Vous mettez le doigt sur la partie qui intéresse. Il faut reconnaître d'abord que tout est parti d'une volonté d'un juge d'auditionner Boni Yayi. Cela n'a pas été possible, mais le clou a été enfoncé quand la police judiciaire s'est intéressée à des gens qui seraient à l'origine des violences à Tchaourou lors des élections législatives. Donc, Boni Yayi, a priori, n'a rien à voir avec cette situation, puisque l'élément déclencheur, ce sont les éléments de la police républicaine qui se sont intéressés à des présumés coupables ou bien à des gens qui seraient responsables des violences électorales. Est-ce qu'à ce moment, est-ce que là, c'était le moment pour que la police s'intéresse à ces gens-là? Avant de répondre à cette préoccupation, il faudrait que je vous dise que les violences que nous avons eues jusque-là, qu'il faut féliciter le professionnalisme des forces de l'ordre. Vous savez, nous sommes en train où les violences du 1er et 2, ça a failli virer vers un conflit ethnique au Bénin. Si vous ne savez pas, je vous le dis. Ça a failli virer à un conflit ethnique et là où nous sommes maintenant que les violences continuent à Tchaourou. Mais qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez que le pays s'enflamme sur des questions ethniques? Non, je ne pense pas que ça va être le souhait des uns et des autres, mais qu'une région ou une zone continue à barrer la voie publique, à dire qu'il ne va pas répondre aux interpellations. Attendez, nous sommes dans une démocratie, on ne l'est pas. Une démocratie, c'est un état de droit. Et donc, quand vous posez des actes, vous devez pouvoir assumer cette responsabilité. Ce n'est pas seulement à Tchaourou, les gens sont interpellés, non? Mais pourquoi c'est à Tchaourou on barre la voie? Disons-nous la vérité. Donc, au regard de la sensibilité du moment, vous trouvez normal et juste qu'on puisse interpeller les gens dans le cadre des violences post-électorales à ce moment? Je ne sais pas à quelle disposition juridique de la République vous avez lu qui vous dit que quand on pose un acte, qu'au regard de la sensibilité du moment, là, que la police nous ne sommes pas là dans les dispositions juridiques, nous sommes là dans le bon sens, dans l'esprit qui doit prévaloir quand il s'agit de la préservation de la quiétude nationale. Le bon sens voudrait que celui dont les biens ont été saccagés, qu'il puisse avoir la satisfaction, tout au moins morale, que la justice a réagi. Vous savez, dans ce Tchaourou, il y a des maisons qui ont été brûlées. Vous pensez que ceux dont les maisons ont été brûlées, s'ils organisent également d'autres personnes à aller brûler les maisons de ceux qui ont commandité ces actes, nous serons à quel niveau? Nous serons à quel moment dans la crise? Ce n'est pas 1, 2, 3 jours maintenant, parce que ça va s'enflammer. Parce que quand il y a action, il y a réaction. S'il y avait riposte, vous ne savez pas où on serait. Je nous demande de faire un léger retour vers les crises dans la sous-région, Centrafrique, d'aller même guerre Tousti ou tout que je cite souvent. C'est comme ça, nous sommes. C'est le début qu'il faut empêcher le feu de prendre. Il faut merci Franck. Maintenant, oui, il faut le dire clairement. Il faut le dire clairement. Quand vous posez des actes, vous devez pouvoir être en mesure d'assumer la responsabilité. Chacun libre de ses opinions, mais responsable de ses actes, nous l'avons compris. Salut Adamou, vous venez d'écouter votre vis-à-vis Franck Béhanzin. Il a dit la sensibilité du moment, de l'environnement, ne doit pas empêcher la police républicaine d'aller jusqu'au bout de ces investigations, interpeller qui il trouve nécessaire d'interpeller dans la zone qu'elle trouve nécessaire d'interpeller les gens. Est-ce que vous pensez, vous êtes du même avis que Franck Béhanzin et que ces interpellations de certaines personnes pour répondre de leurs actes ne devraient pas conduire à ces violences? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Vous savez, il y a 3 ans et demi ou 4 ans environ, Patrice Talon disait « La démocratie ne peut survivre sans la compétition politique ». Si nous allons nous en tenir à cette citation de Patrice Talon, c'est que tout ce que nous sommes en train de constater aujourd'hui est vérité. Parce qu'il a dit la démocratie ne peut survivre sans la compétition politique. C'est parce qu'il n'y a pas la compétition politique que la démocratie aujourd'hui est dégradée. Vous comprenez?
Tout à l'heure, mon interlocuteur a dit quelque chose, qu'il faut interpeller ceux qui auraient commandité ces actes. Moi, je dis, la responsabilité aujourd'hui, c'est le gouvernement en place. Parce que l'avant-dernière sortie du chef de l'État, c'est que je vais parler de la dernière sortie avant les législatives du 28 avril. Il dit qu'il est prêt à porter ce chapeau. Le chapeau de déstabilisation de la démocratie, qu'il est prêt. Il ne l'a pas dit. Il a dit qu'il était prêt à porter beaucoup d'autres chapeaux qu'il en a déjà porté, bien d'autres. C'est ce qu'il a dit. Pas de déstabilisateur, il faut être clair. Les journalistes lui ont posé la question de savoir, est-ce qu'on peut aller aux élections sans l'opposition? C'est ce qu'il a dit, qu'il est prêt à porter ce chapeau. Et aller aux élections sans l'opposition, c'est qu'il n'y a pas de compétition politique. Et que lui-même a dit, la démocratie ne peut survivre sans la compétition politique. C'est ce que nous disons. Aujourd'hui, nous sommes face à un gouvernement en griffe, excusez-moi le mot, terroriste. Eh ben non, parce nous n'allons pas vous laisser vous savez, dire cela. C'est Aliou Adamou. Vous savez, dans un pays, un moment, nous n'allons pas vous laisser dire cela. Le gouvernement, il faut respecter le gouvernement de la République, bien évidemment. Salut Adamou, nous vous prions bien évidemment de retirer ce mot. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Vous savez, bien évidemment. Monsieur le journaliste. Vous retirez ce mot, bien évidemment. Et nous poursuivons. Donc, s'il y a un synonyme, donnez-le-moi. S'il y a un synonyme, donnez-le-moi. Vous considérez le gouvernement fautif de cette situation, mais exactement. Pas aux employés. Donc, vous retirez ce mot. Je considère le gouvernement fautif de tout ce que nous sommes en train de subir. Et donc, vous retirez le mot précédent. Bien évidemment, nous sommes d'accord. Il n'y a pas de souci. Bien évidemment. Si vous le voulez bien, si c'est ça qui pourrait nous arranger, c'est bien. Poursuivez. Parce qu'aujourd'hui, nous ne pouvons pas comprendre que le gouvernement envoie des hommes en uniforme, parfois habillés comme des ninjas. Ils vont dans le domicile des uns et des autres, défoncer la chambre des uns et des autres pour dire qu'ils sont en état d'arrestation. Nous n'avons pas les preuves que la police, sinon nos forces de l'ordre, agissent de manière cavalière. La belle preuve, comment les uns les autres pour répondre de leur forfait. La belle preuve, comment Kourougouna a été interpellé dans ce pays. Comment Philippe Abouman a été interpellé dans ce pays. Comment Abiba Haris a été interpellé dans ce pays. Nous sommes dans un pays de droit, mais les gens ne respectent pas la loi. Parce que l'article 8 de la Constitution dit quoi? Que la personne humaine est sacrée et inviolable. Il n'y a aucun article de la Constitution qui dit les biens sont sacrés et inviolables. Mais aujourd'hui, nous assistons à un gouvernement où ce sont des matérialistes néolibéraux qui gouvernent. Comment ils gouvernent? Ils gouvernent en accordant plus d'importance aux biens matériels qu'aux vies humaines. Hein? Attendez. Qu'aux vies humaines. Parce que c'est ce que nous constatons aujourd'hui. Avant de passer la parole à Franck Béanzin, il a eu assez de temps pour échanger. Est-ce que vous pensez qu'en ce moment, il faut interpeller les gens alors que la situation est tendue? Moi, je dis que la population n'est pas fautive. Le fautif, c'est le gouvernement. Parce que si nous assistons à toutes ces émeutes aujourd'hui, à tous ces soulèvements, c'est parce que le gouvernement et son chef ont dit qu'ils sont prêts à porter ce chapeau de pas organiser les élections avec l'opposition. Et l'opposition aujourd'hui, c'est le peuple. Patrice Talon n'a pas un problème avec l'opposition. C'est ce que les gens vont croire. Il n'y a aucun problème entre Patrice Talon et Yahi Boni. Il n'y a aucun problème entre Adjavon et Patrice Talon. Il n'y a aucun problème entre Zissou Lionel et Patrice Talon. Il n'y a aucun problème entre Candidat Zanaï et Patrice Talon. Le problème aujourd'hui, c'est le peuple et Patrice Talon. Parce que les gens font croire aux uns et aux autres que le problème, c'est des problèmes de personnes. C'est faux. La belle preuve, les élections du 28 nous l'ont démontré. 73%. Avec des acrobaties algébriques, si vous voulez, à 73% n'ont pas voté, se sont abstenus. Raison pour laquelle il faut comprendre que le problème aujourd'hui, c'est et le chef de l'État et son peuple, et non des problèmes personnels, des problèmes individuels. C'est ce qu'il faut comprendre. Et ce que je suis en train de dire, parce que nous avions constaté qu'il y a eu des morts dans ce pays. Les gens ont tiré. C'est parce qu'aujourd'hui, les biens ont plus d'importance que les vies humaines, d'où le massacre à la Kalachnikov
pour un bien. Est-ce que vous comprenez? Et ce qui est plus grave, c'est un peu fort. Non, la théorie c'est quoi? Les théories c'est quoi? Avancez, M. Saliou. Je dis, et ce qui est plus grave, c'est que lorsque vous laissez les faibles franchir le Rubicon, également, c'est très grave. Parce que nous pouvons assister, nous pouvons nous retrouver dans un antagonisme du fort au faible à celui du fort au fou, ce que nous assistons aujourd'hui. Ce que nous assistons aujourd'hui. Raison pour laquelle, aujourd'hui, après les événements du 1er et du 2, le gouvernement dit au Conseil des ministres, il faut faire le point des dégâts matériels. Pourquoi pas? Il ne faut pas faire le point des dégâts, des pertes en vies humaines, des corps qui ont été confisqués, des gens sur qui on a tiré à balles réelles dans un pays. Moi, je n'ai jamais vu quelque chose du genre, si ce n'est pas dans ce gouvernement. Depuis 30 ans, le renouveau démocratique, c'est aujourd'hui, on voit une crise post-électorale et qu'on tue des gens et que les tueries continuent jusqu'à aujourd'hui et qu'il n'y a pas des gens dans ce pays, des autorités morales qui puissent dire ça va comme ça. Et que ces autorités morales aussi sont d'accord et disent la paix, la paix. Comment? Monsieur le journaliste, c'est notre rôle dans la science, dans la science, non. La paix, déjà, la paix n'est pas un vain mot, c'est un comportement. Et ce comportement devait être enseigné au gouvernement avant même les élections. Ce comportement-là n'a pas été enseigné au gouvernement. Et aujourd'hui, après avoir massacré le peuple, votre réponse sur la question principale de la paix. Est-ce qu'il fallait laisser ceux qui seraient responsables de ces actes violents dans l'impunité? Qu'est-ce qui prouve qu'ils sont responsables? Mais il faut d'abord les écouter pour les innocenter. Et ce qui est plus grave, c'est qu'on arrête plus d'une soixantaine de personnes et on dit qu'il y a même de la drogue dans leur sang. Nous voulons comprendre quel médecin a fait ces analyses, nous sommes ici sur le cas précis des 10, 11 et 12 juin. Pensez-vous qu'il fallait laisser ceux qu'on soupçonnait d'être coupables? Si nous allons nous en tenir au dernier propos de la dernière sortie du chef de l'État et de qui tend la main. Lorsque, du moment où le chef de l'État a dit « je tends la main », c'est fini. Cela devait être synonyme d'impunité. C'est fini, c'est fini. Il va falloir qu'on trouve maintenant une porte de sortie de crise. Mais vous dites que vous tendez la main, et au moment où vous tendez la main, que moi j'appelle une main empoisonnée, vous passez par derrière et continuez maintenant à massacrer le peuple. Donc pour vous, continuez à intimider. La main tendue est empoisonnée parce que... Elle est synonyme, bien évidemment, d'impunité. Non, ceux qui ont brûlé les maisons de X et Y, il faut laisser cela. Après le dialogue, on peut punir. Après le dialogue, on peut punir. Votre timing, vous proposez la sanction après le dialogue. Je dis, après le dialogue, on peut sanctionner. Ça veut dire qu'après le dialogue, on peut aller à la sanction. Parce que lorsque vous avez demandé le dialogue aujourd'hui, c'est pas, la main tendue n'est pas aller vers l'opposition, non. La main tendue devait être aller vers le peuple béninois. Parce que Patrice n'a pas de problème avec l'opposition. Les gens font croire aux autres parce que ces hommes politiques, ou bien certains hommes politiques qui se disent aujourd'hui opposants, peuvent être corrompus facilement par le gouvernement qui est là. Et c'est la raison pour laquelle nous disons c'est la masse populaire qui a besoin de discuter. C'est selon vous, parce que qui a besoin de discuter avec le chef de l'État. Parce que aujourd'hui, le problème, c'est le peuple et Patrice Talon. Ce n'est pas quelques-uns des hommes politiques avec Patrice Talon. Non, il faut dépasser cela. Il faut aller au-delà de cette compréhension pour faire comprendre aux uns et aux autres qu'aujourd'hui, il est nécessaire de faire ce dialogue social. Mais ce qui est plus grave, c'est qu'on ne peut pas lancer un dialogue social et continuer ces massacres. Et ce qui est encore plus grave, monsieur le journaliste, c'est que nous sommes des contributeurs. Nous cotisons. Nous cotisons dans la caisse de l'État. On prend cet argent pour acheter des armements, pour aller combattre ce contribuable. On vous aura compris. C'est ce que nous dénonçons. C'est ce que nous dénonçons. Et c'est ce qui n'est pas bien. Et plus grave, c'est que le Bénin, l'indice de la paix dans le monde aujourd'hui, le Bénin a régressé. Nous allons y revenir. Franck Béanzin, vous l'avez écouté longuement. Je reviens. Il propose, Saliou propose. Sinon, d'abord, il marque son incompréhension sur le fait que le chef de l'État donne une main tendue à l'opposition, à la classe politique pour sortir de la situation politique tendue. Mais à ce même moment, il y a les interpellations. Pour lui, il était plus judicieux d'interpeller, de chercher à comprendre et de sanctionner après le dialogue, mais pas avant. Je veux répondre à votre préoccupation, mais... Répondez-y et puis vous revenez rapidement. Souffrez que j'exprime un désarroi, un mécontentement, une frustration qui découle ou qui émane de tout ce que j'entends. Monsieur Adamo, je n'ai pas de problème avec votre analyse. 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 Je
je le vois, mais je suis très frustré. Frustré parce qu'il est en train de défendre la thèse de la violence dans un État. Défendre cette thèse ou donner des raisons ou justifier. Il n'a pas défendu. Non, il n'y a attends, pas je viens. eu l'apologie de la violence sur ce plateau. Vous pouvez me suivre? Oui, mais avant, il faut corriger avant. Non, il n'y a pas eu une voulais... apologie de la violence sur ce plateau. Il a tenté de justifier sa position sans faire l'apologie de la violence. Est-ce que vous voulez il faudra nous accorder sur cela avant que vous poursuivez. Monsieur le journaliste, poursuivez à présent. Quand vous commencez par dire d'abord, tout au début, dans ses premiers propos, que la situation que nous vivons était attendue. On progresse dans le débat, il dit qu'on ne va pas punir les auteurs des violences. Il ne l'a pas dit justement. À l'instant, il vient de dire qu'il faut punir, mais après le dialogue. Et c'est pour cela que je vous demandais si cette conception de la sanction, le timing qu'il vient d'évoquer, vous semblait être judicieux. Pourquoi punir après le dialogue? Pourquoi ne pas punir maintenant? Qu'est-ce qui empêche qu'on punisse maintenant? Et je continue de dire, suivant ses propos, quand il dit qu'on a arrêté 60 manifestants et qu'on dise qu'on a trouvé de la drogue dans le sang, et donc il estime que les manifestants n'étaient pas 60, si les manifestants n'étaient pas 60, donc il ne parle pas au nom du peuple parce qu'il a dit que le peuple a refusé et que le peuple était dans la rue. Et qu'on arrête 60 et il estime que c'était trop et qu'on ne pouvait pas trouver de la drogue, de dire quel médecin a trouvé la drogue dans le sang. Ce ne sont que des questions. Non, mais je pense que nous sommes béninois et nous sommes, que ce soit manifestants ou non, nous sommes avec tous ceux-là. Donc, on évite de nous dire qu'il n'y a pas de drogue, qu'il n'y a pas... Non! Quel intérêt on a à inventer? On n'a aucun intérêt à inventer. Mais on sait. Donc, évitez de tenir ces propos. Et personnellement, je suis contre le fait qu'on cherche à justifier ou à donner de raison à des actes de vandalisme contre les biens. Et quand il dit que le matériel devient le plus sacré, je pense que, apparemment, il n'était pas au Bénin quand on a fait les élections. Parce que les violences, ce n'était pas seulement sur le matériel électoral. Nous avons des amis qui sont allés dans le Nord pour aller, en tant qu'agents électoraux, où ils ont dû détaler. Il y a des gens, les manifestants ont pris leurs biens. Si vous ne savez pas, allez vous renseigner. Et donc, ce n'était pas seulement le matériel. Et de l'autre côté, les actes du 1er et du 2 à Cotonou, tout ce qui a été brûlé, c'est des biens supposés d'une certaine personne de la mouvance ou de ses proches. Et donc, si nous sommes en train de faire un mouvement pour revendiquer quelque chose, on ne s'attaque pas aux biens des uns et des autres ou aux biens des proches du pouvoir en place. Ça ne se fait pas. Et donc, eux-mêmes, ils ont saboté leur mouvement. Et de l'autre côté, quand il continue de dire tout à l'heure que le chef de l'État a tendu une main, mais que c'est une main empoisonnée. Vous voyez, ce sont ces genres de discours qui nous ont conduits jusque-là. Parce qu'en tout temps et en toute chose, on ne trouve que, ou on ne cherche qu'à trouver ou à dénicher un mauvais côté, et c'est ça qui fait le discours. Ça ne doit pas être le cas. Et c'est ça, je lui ai dit tout à l'heure, vous avez dit que l'Assemblée nationale, qui a eu des lois scélérates, alors que vous estimez que l'Assemblée qui a voté la loi est légitime. Pourquoi ne pas se soumettre? Et maintenant, nous sommes là, au lieu de chercher à pacifier les choses, on continue de dire que la main tendue est une main empoisonnante. On continue de dire qu'on ne va pas... Pourquoi ne pas punir? On doit punir. Et ça, je persiste, je le dis, tous ceux qui sont auteurs d'actes de vandalisme sur les biens, il faut qu'ils soient punis parce que la justice rendue donne également une satisfaction à celui dont le bien a été brûlé. Et donc, le moment pour le faire, c'est maintenant. Il ne faut pas attendre.
eh bien, vous ne vous entendez pas sur le moment pour sanctionner les auteurs, mais vous êtes tous d'accord, bien évidemment, sur la sanction. Il faut sanctionner ceux qui sont coupables des actes de vandalisme, mais pour Saliou Adamou, bien évidemment, il faut sanctionner après le dialogue, et pour vous, Franck, il faut sanctionner tout de suite. Mais ne pensez-vous pas que tout de suite, les violences, le choc, l'exclusion, ces faits sont encore un peu trop frais dans la mémoire des citoyens et qu'il faille aller au dialogue pour dire les vérités afin d'aboutir à la justice, dialogue, réconciliation, vérité, et puis s'entendre sur le fait que ceux qui ont été coupables doivent d'une manière ou d'une autre répondre de leurs crimes, discuter de tout cela autour d'une table, s'entendre et puis lancer les hostilités. Je crois que à des moments donnés, sur les lèvres de nos acteurs politiques, on voit l'importation de certains mots qu'on emploie. Non, ce n'est pas ça. Vous savez, nous ne sommes pas encore où la crise post-électorale ne nous a pas amené à un niveau où on va parler de réconciliation. Le peuple n'est pas divisé. Le peuple n'est pas divisé. Mais les acteurs politiques, je vous le dis, le peuple n'est pas divisé. Et quand j'ai donné tout à l'heure l'exemple de la Centrafrique, où nous avons Séléka, Balaka et autres, vous avez vu la tension, l'ampleur où des citoyens ont tiré. Il y a eu des actes sur eux-mêmes, entre citoyens, entre des gens qui vivent dans la même localité. Nous ne sommes pas là. Mais est-ce qu'il faut attendre d'être là? Non, on n'ira pas là, justement. Et donc, oui, il faut un dialogue. Il faut discuter. Mais quand vous me parlez d'exclusion, je dis que c'est votre lecture de la chose. Pour moi, il y a eu la mise en œuvre des dispositions légales de l'État. Et donc, il n'y a pas eu exclusion. Et l'autre chose, je parle pour prévenir, pour voir et pour mettre la main sur la mauvaise volonté ou la mauvaise foi de l'opposition. Depuis que nous avons fini les législatives, quelle partie de l'opposition ou quelle force de l'opposition a continué le processus pour avoir les actes qu'ils n'avaient pas, pour ne pas aller aux élections passées. Et donc, ils sont là maintenant à dire, à parler, à crier sur tous les toits. Et vous allez voir à l'approche des élections prochaines, parce que les communales, c'est dans quelques mois. Les élections communales, c'est dans quelques mois, c'est en 2020. Et donc, ils viendront nous dire, on n'a pas. Or, c'est le moment pour eux de se conformer. Ils vont continuer dans leur discours, mais je leur rappelle que tout au moins, ils ont lancé le processus et il serait bien qu'ils aillent au bout de ce processus pour ne pas nous conduire dans d'autres travers. Merci Franck Béanzin et Saliou Adamou. Dans la foulée, Boni Yayi aussi devrait répondre à la convocation d'un juge sur un dossier dont le contenu nous est encore étranger. Nous n'avons que les références de ce dossier, mais cela aussi participe à tendre les nerfs dans cette situation politique un peu confuse, parce que ces partisans aussi pourraient interpréter cette convocation d'une autre manière et cela pourrait dégénérer, mais Boni Yayi ne s'est pas refusé à s'expliquer devant le juge. Il a évoqué une question de santé et demandé bien évidemment qu'on puisse le laisser se soigner avant de répondre au juge. Saliou Adamou. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Naturellement, si vous n'êtes pas en bonne santé, vous ne pouvez pas être présent ce matin en train de diriger le débat. Vous pensez que le gouvernement a une carte à jouer là, dans le sens de l'apaisement, dans le sens d'une justice équitable? Non, vous savez, c'est clair. Je dis toujours, s'il y aura la paix dans le pays, c'est le gouvernement. S'il y aura la guerre, c'est le gouvernement. Ça là, c'est clair. Il ne faut même pas vous inquiéter sur ça. Il ne faut même pas vous inquiéter. Quelle carte le gouvernement a joué? Je dis, dans ce cas de Boni Yayi qui demande à être soigné? Non, vous savez, avant de répondre à un juge. Monsieur le journaliste, on doit laisser Yayi Boni aller se soigner. Ça là, c'est clair. On doit laisser Yayi Boni, il n'est pas n'importe qui dans le pays. C'est quand même un ancien chef d'État. C'est quelqu'un qui a fait 10 ans au pouvoir. C'est quelqu'un qui a servi le Bénin. Yayi Boni aujourd'hui, l'amour du peuple à Yayi Boni, c'est ça qui irrite aujourd'hui le gouvernement, à le mettre dans cette condition, une condition inhumaine, une condition, aujourd'hui nous disons, si ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui avaient été passés par, je ne sais pas, par ces conditions, je pense qu'eux aussi, ils allaient comprendre que là n'est pas la solution. Ce n'est pas la solution. La solution aussi, ce n'est pas la prison. La solution, c'est ailleurs. Parce que si une fois vous avez fait la prison,
et que vous pensez que c'est la prison qui va régler les problèmes, c'est faux. Mais c'est sauf si vous n'avez jamais fait la prison que vous allez penser que faire la prison va régler le problème. C'est faux. Le problème est ailleurs. Et ce qu'il faut comprendre aujourd'hui, c'est que nous ne voulons pas continuer un débat inutile. Nous ne voulons pas continuer dans les bras de fer. Non. Il faut finir avec le bras de fer. Il faut finir avec ça. Et pour finir avec ça, les cartes à jouer se trouvent dans les mains du gouvernement. Merde. Ce que nous continuons de dire, mon interlocuteur tout à l'heure vient de dire qu'on devait continuer à chercher nos documents. Les documents qui sont confisqués, et le jour où le chef de l'État a rencontré... On y revient. Non. Il faudrait que je lui réponde en même temps d'abord. Parce que le chef de l'État qui a rencontré les diplomates il y a quelques semaines, qu'est-ce qu'il a dit? Qu'il fera tout possible pour que le ministère de l'Intérieur puisse leur délivrer leur certificat de conformité. D'abord, le certificat de conformité n'existe plus. Ça, parce que le certificat de conformité n'était même pas aller aux élections législatives. C'est notre récépissé provisoire, soit récépissé définitif. Il a dit, c'était un aveu que le chef de l'État a fait sans le savoir. Nos documents ont été confisqués. Tous nos papiers ont été confisqués. On dit, vous n'irez pas aux élections et rien ne se passera. Ça a été l'expression que tous les rupturiens et tous les fils du nouveau départ ont employé jusqu'à aujourd'hui. Rien ne se passe. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est quoi? Ce qui se passe aujourd'hui, c'est quoi? On ira aux élections, rien ne se passera. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est quoi? C'est pour cela, monsieur le général, c'est pour cela que nous disons qu'il faut la paix dans ce pays. La paix, comme je continue de le dire, n'est pas un vain mot. Nous disons que le chef de l'État nous a fait rêver dans un pays révélé et non dans un pays renversé. Mais aujourd'hui, le pays est renversé. Bon, selon vous, ah oui, le pays est renversé aujourd'hui. Franck Béanzin, sur la situation de Boni Yahi, confiné chez lui, sa rue barricadée par les forces de sécurité publique, la police républicaine notamment, depuis des semaines, et puis une convocation d'un juge qui vient et qui devrait l'écouter à son domicile, même pour raison de maladie. Il était indisponible pour le recevoir, mais Boni Yahi dit que ce n'est pas une stratégie pour se dérober à la justice, mais qu'on le laisse se soigner, aller se soigner, et puis revenir en forme, et qu'il reviendra dans le bureau du juge lui-même pour répondre à ces questions. Dans cette situation, pensez-vous qu'on devrait lever les barrières autour de son domicile et permettre au chef d'État, quand même, d'être évacué, se soigner, revenir répondre au juge? Quand même, un condamné, l'ex-préfet, a tout de même bénéficié d'une évacuation sanitaire quand sa santé a vacillé, lui en tant que condamné. Et puis, l'ancien chef d'État qui n'est même pas condamné, vous ne trouvez pas qu'il est nécessaire de le laisser aller se soigner et revenir répondre au juge? Je disais tout à l'heure dans mes propos que la crise qu'il y a eu, ou la crise qu'il y a, que nous sommes à la lisière ou aux frontières d'une crise ethnique. Je l'ai dit, et j'ai essayé de démontrer en quoi cela, d'abord, les zones dans lesquelles il y a eu un conflit pendant la période électorale, et là où il y a révolte et soulèvement actuellement. Et donc, vous allez voir, c'est parti de quelque part où le président avait lancé un ultimatum. Et je disais, l'ancien président, sinon, les anciens présidents, l'ancien président n'était pas seul. L'ancien président a lancé un ultimatum. Et je vous le dis, si sa maison n'était pas sécurisée, un petit scénario, ils peuvent même inventer ou ils peuvent même susciter des actes de vandalisme sur ses biens. Et l'acte va continuer. Les violations vont continuer. Vous voyez? Vous justifiez ainsi les policiers déployés autour du domicile de Boni Yahi. Cela s'avère nécessaire pour contrôler les actions dans son environnement immédiat. Parce que, selon ce que nous avons eu avec la radio Dame Rumeur, au départ, c'est qu'il a inventé une histoire d'arrestation qu'on voulait l'arrêter. Or, rien de cela n'était. Et donc, il fallait maintenant poser des mesures de sécurité idoines pour que ces choses ne se répètent pas. Et donc, cette mesure, je trouve que c'est une belle mesure. De l'autre côté, quand on établit, il a dit tout à l'heure, j'ai beaucoup aimé, cause à effet, ou cause et effet, le lien de causalité. Quand on a établi le lien de causalité entre les mouvements et les propos de Yahi Boni, et même sa personnalité, parce qu'on continue de dire que c'est une personnalité à laquelle le peuple béninois prouve son amour. Et l'expression
qu'il trouve, l'expression d'amour qu'il trouve, c'est de poser des actes de violence. Et parce que... non, jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons aucune preuve que l'ancien chef d'État a posé des actes de violence. Donc nous Non, je dis l'expression. le dire. Je dis, suivez-moi très bien. Oui, nous vous suivons très bien. C'est pourquoi nous disons qu'il n'y a aucune preuve qui atteste de ce que l'ancien chef d'État est coupable de quelque violence que ce soit. Nous sommes d'accord. Nous sommes d'accord. Poursuivez donc. Mon vis-à-vis dit que ce qui gêne, c'est l'expression d'amour du peuple à l'égard de l'ancien président. C'est ce qu'il pense. C'est ce qu'il pense. Et j'estime, ou j'observe que cette expression d'amour dont il parle n'est que les soulèvements, des manifestations ou des actes de vandalisme sur des biens publics. Et donc, comment prouver son amour à un ancien président en barricadant la voie publique, en brûlant des biens publics? Si c'est ça, cet amour, je pense que le lien de causalité est là et il faudra établir les responsabilités. Quand je quitte là, pour revenir sur la question de le laisser répondre au juge ou aller se faire soigner. Aller se soigner, il a dit qu'il veut se faire soigner avant de répondre au juge. J'estime que c'est un prétexte pour se soustraire à la justice, puisque s'il a eu la force de parler déjà pour dire « laissez-moi le temps d'aller me soigner ». Il a parlé via son avocat, Maître Kato Atita, qui, sur une chaîne internationale, a pu conscrire à porter ses propos de Boniaï. J'aurais beaucoup aimé que ce soit son médecin qui parle. J'aurais beaucoup aimé que ce soit son médecin qui parle de l'état. J'aurais beaucoup aimé que ce soit le médecin qui parle de l'état clinique, de son patient. Vous êtes juriste et vous savez les prérogatives d'un avocat. L'avocat qui a affirmé que son client était détenteur d'un certificat médical qui prouve qu'il n'est pas dans les conditions sanitaires requises pour répondre à un juge et qu'il demande à se faire soigner avant de répondre lui-même à un juge. Mais c'est quand même un ancien chef d'État. Donc vous pensez qu'un ancien chef d'État est au-dessus de la loi? Un ancien chef d'État n'est pas au-dessus de la loi. Un ancien chef d'État se soumet aux lois de la République. Et il dit qu'il veut se soumettre à la loi, mais il a quand même se soigner. Il a quand même eu la force de parler avec son avocat. Mais parce qu'on a eu la force de parler avec son avocat, avec un proche. On est en condition pour faire toute autre chose. Le juge n'a pas demandé le recevoir au barreau, au tribunal ou au prétoire. Le juge a dit qu'il va se déplacer. Vu son rang, justement, le juge veut respecter ou respecte le rang. Mais l'homme s'est fait humble en disant qu'il ira vers le juge, mais qu'il veut se soigner. J'estime que l'ancien président évoque un prétexte pour se soustraire. En clair, vous ne voulez pas, vous ne souhaitez pas qu'on laisse aller se soigner avant de répondre au juge. Répondre au juge, c'est pas un problème. Non, clairement, sur cette question, quelle est votre position? Vous pensez... On l'empêche d'aller se soigner. Vous pensez que répondre au juge avant d'aller se soigner rendra son état clinique plus dégradant? La question qui est posée est celle-ci. Pensez-vous qu'il faut empêcher Boniaï d'aller se faire soigner avant de répondre au juge? La réponse que je donne, c'est que répondre au juge maintenant, est-ce que cela... On ne répond pas à une question par une question, Franck Béanzin. Et donc, je vous le dis clairement, que l'ancien président, pour prouver tout son amour au peuple béninois comme il estime, n'a qu'à aller répondre au juge. Avant d'aller se faire soigner. C'est aussi simple. En d'autres termes, vous pensez qu'il faut l'empêcher d'aller se faire soigner avant de répondre au juge. Il est tombé malade quand? Ah mais ça, vous allez poser la question à son médecin. Il est tombé... Vous allez poser la question à son médecin. Je voulais voir son médecin parler de l'état clinique de son patient et tu vas dire que c'est son avocat. Son avocat détient tout à l'heure, tu me renvoies vers son médecin. Oui, son avocat, rapprochez-vous de son avocat ou de son médecin, vous aurez tous les détails. Et je crois que ces détails ont été fournis aux autorités compétentes. Salut Adamou, vous souhaitez qu'on laisse le président aller se faire soigner, l'ancien président, avant de répondre au juge. Pour Franck, il faut qu'il réponde avant d'aller se faire soigner. Nous sommes dans une république où c'est comme si l'éducation n'existe plus. Or, on dit on façonne l'homme par l'éducation et les plantes par la culture. Nous ne pouvons pas comprendre que des gens puissent s'adresser de cette façon à un ancien chef d'État. Mais il a fait, d'abord, vous savez, il a souhaité qu'il réponde au juge avant d'aller se faire soigner.
n'y a pas eu de mots déplacés ici, vous en convenez. Tout ça soulève. Écoutez. On nous a appris dans les sciences de la vie et de la terre, ou si vous voulez, les sciences naturelles, que après la fécondation, il y a un préalable. Et ce préalable, c'est le système de la monospermie. Après la fécondation entre les spermatozoïdes et les gamètes, c'est qu'il y a ce processus-là de la monospermie, et dont le sperme le plus rapide ira féconder l'ovocyte pour donner la cellule œuf. Et on nous dit que la cellule œuf est le point de départ d'un nouvel individu. Oui. Comment se fait-il que vous aviez pu féconder jusqu'au niveau de la monospermie, la cellule œuf est là, et vous empêchez à ce qu'il y ait un nouvel individu? Non, ça ne pourra pas aller dans ce sens-là. C'est absurde, c'est paradoxal, parce que vous ne pouvez pas confisquer un ancien chef d'État dans sa maison. D'abord, on dit le domicile est inviolable, article 20 de la Constitution. Mais aujourd'hui, les gens débarquent dans la maison des uns et des uns, comme si nous ne sommes plus dans un pays... débarquer dans sa maison, mais... Vous avez eu votre temps de parler. Vous avez eu le temps... Écoutez, mais vous avez eu le temps de parler. Vous avez eu le temps de parler. Allez-y, Saliou. Je pourrais quand même aussi m'immiscer dedans. Écoutez très bien. Je dis... on laisse... Je dis bien que l'article 20 de la Constitution dit le domicile est inviolable. Et si ils vont nécessairement aller vers la violation du domicile des uns et des autres, c'est qu'il faut des préalables de la loi, de la justice. Quel préalable a été fait aujourd'hui avec tous ceux qu'on a arrêtés? Aucun préalable. Lorsque vous êtes dans un pays, comme l'a dit Albert Tevoye-Djelé, il dit, lorsque l'intelligence déserte le forum, il y a la médiocrité qui s'installe et tout finit par la dictature. Et c'est dans cet état que nous sommes aujourd'hui. Nous avons des cadres de haut niveau aujourd'hui qui se sont laissés dans la médiocrité et la dictature a fini par avoir raison sur eux. Et c'est ce que nous disons aux uns et aux autres de faire beaucoup attention parce que la santé n'a pas de prix. Lorsqu'il parle, mon interlocuteur parle, il insiste sur les biens matériels. Il insiste sur les biens matériels. Les biens matériels, tout ce que vous avez... Je vais vous donner un exemple. Vous avez votre femme. Vous avez une femme qui s'énerve beaucoup. Et elle s'est énervée, elle a cassé votre poste téléviseur. Elle a cassé... Parce qu'elle a cassé le poste téléviseur, il faut demander à ce qu'on tire sur elle. Ah non! Parce que votre enfant a cassé telle chose, parce qu'il s'est énervé, parce qu'il était dans un état coloreux, qu'il faut demander à ce qu'on le tue avec des fusils. Ce que nous avons constaté le 1er et 2 mai. Non! Il faut finir avec le matériel aujourd'hui. Aujourd'hui, le matériel, c'est l'homme qui a créé le matériel. Le matériel, nous pouvons l'avoir à tout moment. Mais l'homme, lorsque vous demandez à ce qu'on tue un homme, ce qui est sûr, chacun répondra devant la CPI. Ça, c'est clair. Parce que ce qui est bon, le chef de l'État a reconnu qu'il y a eu de morts. Il a reconnu qu'il y a eu de morts. Et lui-même, il a dit que chacun sera responsable de ses actes. Mais je sais une chose, les âmes de tous ceux qu'on a tués, de tous ceux qui sont morts, les âmes sont là. Ils vont demander compte. Ça là, c'est clair. Parce que nous, dans une république où on met au-dessus les biens matériels et on continue de défendre les biens matériels. Les biens matériels, c'est quoi? C'est les stations qui sont les biens matériels ou c'est les usines de grenage? Non. Il faut avoir un homme d'abord. Lorsque Patrice Talon est là aujourd'hui, c'est parce que les gens... Écoutez, oui, nous allons revenir. Le temps court. Non, une seconde. Aujourd'hui, si nous avons là la chance d'avoir un président de la République comme Patrice Talon, c'est parce qu'entre-temps, les gens n'ont pas demandé à ce qu'on le tue. C'est ça, c'est pourquoi nous avons un président comme Patrice Talon aujourd'hui. C'est compris. Donc il faut comprendre les choses, c'est pas bien. Vous avez voulu réagir rapidement. Oui, j'ai voulu réagir tout à l'heure. En fait, M. Adamou parle de l'éducation. Je ne sais pas si j'ai tenu un propos. Non, il ne s'adressait pas directement à vous. Vous l'avez mal saisi sûrement. Mais quand il a posé le principe de l'éducation et qu'il va dire que l'intelligence a déserté le forum au niveau de certains cadres et que la gouvernance s'est muée en une dictature, je me dis que la notion ou le principe d'éducation qu'il a évoqué a tout fait de se dissoudre dans ses propos et qu'on n'a plus retrouvé la notion. Bon, je reviens pour dire... Sur un autre aspect. Par rapport aux biens, il estime que j'insiste sur les biens. Je pense que est-ce que là où nous sommes actuellement, le peuple béninois va rester bras croisés face à ce qui se fait, face à ces actes de vandalisme? Le jeune
Suivez-moi. 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 Quand on brûle une entreprise, c'est toute une famille qui est en péril. C'est le gardien de cette entreprise qui a des problèmes. C'est le chauffeur de cette entreprise qui a des problèmes. Et donc, si on pose des actes, il faut qu'on pense. L'opposition, je prends mon vis-à-vis, qui dit l'âme des gens tués vont réagir. Mais l'âme des gens tués demanderont de compte à ceux de l'opposition qui sont restés dans les maisons pour les envoyer dans la rue. Monsieur Adamo, vous étiez dans les rues le 1er et le 2. Vous étiez dans les rues à Tchaourou. Et pourtant, vous êtes de l'opposition. Et donc, vous restez à la maison et vous envoyez les gens faire des actes de jusqu'ici, il n'a pas été établi que l'opposition a envoyé quiconque dans les rues. Et donc, eh bien, nous avons parlé de ces personnes qui ont été interpellées à Tchaourou, ce qui a donné lieu à ces violences du 10, 11 et 12 juin. Nous avons parlé de Boniaï, confiné à son domicile, qui a voulu, qui n'a pas pu satisfaire l'audition voulue par un juge et qui demande à se faire soigner avant de répondre au juge. On a parlé de ce cas aussi. Eh bien, il y a l'ancien député de l'opposition Guy Mitokpe qui aussi a reçu une convocation. Vous le savez très bien. Et puis, son mentor, le président de Restaurer l'Espoir, a dénoncé un peu la manière dont la convocation est venue. On a appelé d'abord, on aurait appelé le député par téléphone pour lui de venir chercher un courrier. Il a envoyé son avocat faire ce qu'il faut. C'est de là que la rumeur est née, qu'il a dû fuir au Togo. Mais Guy Mitokpe, à la faveur d'une conférence de presse, est apparu au siège de son parti. Eh bien, il dénonce cette manière d'interpeller les gens. C'est sur une vidéo dans laquelle un citoyen l'aurait interpellé, appelé au secours le député Guy Mitokpe parce qu'un Zémien qui avait reçu de balles coulait du sang en ce moment. C'est sur ça qu'il a voulu être interpellé, a-t-on appris. Que vous inspire cela aussi? Est-ce que ça ne vient pas en rajouter à tout ce qui existe déjà comme interpellation, situation tendue, soulèvement et autres? Je pense que je l'ai dit tantôt et nous l'avons reconnu, accepté, que dès que le lien de causalité serait établi, que les acteurs impliqués répondront, identifiés et impliqués répondront de leurs actes. Je vous poserai une question, et pourquoi tout de go, ce Zémidjan n'a fait que appeler le nom du député Guy Mitokpe? C'est pas ce Zémidjan, mais une personne qui n'est pas apparue. Oui, bon, la vidéo qui a appelé. Mais c'est une personnalité publique. Cette personne aurait pu appeler également d'autres personnes. Mais c'est une personnalité publique. Bon, je mets ça sous le coup d'une personnalité publique, ouais. Mais je peux également mettre sous le coup de quand on a fait les préséances d'aller en rue, d'aller dans la rue. C'est des propos assez... Non, c'est des hypothèses. Et il faut écouter les gens pour pouvoir le faire. Et donc, dans ces conditions, on doit pouvoir accepter qu'on écoute. De l'autre côté, j'en profite rapidement pour revenir sur la question de violation de domicile des uns et des autres. Les lois de la République imposent à des moments donnés des procédures indiquées pour interpeller. Et je pense que je ne sais pas s'il maîtrise mieux le droit que le juge qui le met en œuvre pour interpeller. En tout cas, moi, j'estime ou je pense que le juge aurait respecté toutes les procédures requises pour interpeller qui que ce soit. Je voudrais décliner maintenant pour dire, là où nous sommes, il faut que les actes de violence et autres s'arrêtent. Merci Franck Bernard. Salut Adamou. Des individus interpellés à Tchaourou pour avoir été soupçonnés. Sinon, ils sont soupçonnés d'être les auteurs ou bien acteurs de ces actes de vandalisme. On parlait de Boniaï confiné chez lui, qui demanda de se faire soigner avant de répondre au juge. On a parlé à l'instant de Guy Mitokpe, dont le président de son parti dénonce la procédure qui a conduit, sinon qui visait à l'écouter. Ça fait un peu trop. Vous savez, c'est vraiment déplorable. C'est déplorable ce que nous vivons dans notre pays. Aujourd'hui, le chef de l'État a fait regretter aux Béninois et aux Béninoises. Nous parlons du chef, nous parlons pas du chef de l'État ici. Écoutez. Sur la question qui vous est posée, Guy Mitokpe, un cas de trop, un cas de plus? Naturellement, parce que c'était le plan de la rupture. Le plan, c'est d'écarter les opposants pour les législatives, après, aller à leur trousse. C'était le plan. Et le plan qui a été dévoilé par eux-mêmes dans les rues et ruelles de Cotonou,
nous sommes en train de vivre le plan aujourd'hui. D'accord, nous savez, n'allons pas monsieur le durer sur ce point. Monsieur le journaliste, vous savez... Salut Adamou, nous abordons la deuxième partie parce que le réalisateur nous indique, Igor Nkondé nous indique que le temps nous pourchasse. Et puis, nous avons parlé de tout ceci. Maintenant, quelles sont les clés pour sortir de l'impasse vu cette situation? Parce qu'on pensait la crise post-électorale derrière nous, mais nous la voyons devant... comme ça. Quelles sont les clés? Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a des émissaires du président ivoirien Alassane Dramane Ouattara qui ont rencontré successivement et Patrice Talon et Boni Yahi, ce qui fait dire aux uns et aux autres que la crise est concentrée entre ces deux individus. Est-ce que vous pensez qu'il était nécessaire d'aller jusqu'à l'extrême là pour faire venir des émissaires encore pour gérer cette crise? Non, vous savez, à l'impossible, nul n'est tenu. Lorsque vous avez un président de la République qui ne veut écouter personne, même les institutions internationales, il faut passer à une autre vitesse, même si la vitesse doit être comparée à la vitesse de l'albatros. Ce que nous disons, nous avons des propositions. Mais ce qui nous fait mal, lorsque vous faites des propositions à ce régime, le régime ne le respecte jamais. Raison pour laquelle parfois nous nous taisons et on se remet parfois à Dieu. Parce que... Mais quelles sont ces propositions aujourd'hui? Les propositions... Les téléspectateurs ont envie de vous écouter pour sortir de façon critique de la crise nos propositions, d'abord, le peuple accepte le dialogue social. Le peuple accepte. Aucun dialogue social ne peut se faire avec quelques têtes de politiciens. Non. Le problème aujourd'hui, c'est et le peuple et Patrice Talon. Et le peuple, dans ces circonstances aujourd'hui, n'est pas organisé. Le peuple doit être organisé. Envoyer maintenant ses émissaires pour échanger, dialoguer avec le chef de l'État. Comment le peuple doit s'organiser? Non, c'est facile. Le peuple peut s'organiser dans les 546 arrondissements que nous avons. Et nous avons une assemblée constituante qui envoie les représentants du peuple. Allez échanger avec le chef de l'État. Voici ce que le peuple veut. Nous avons déjà au moins 70% des propositions qui nous sont parvenues dans plus de qu'on appelle 500 arrondissements déjà. Nous avons déjà ces propositions. Et dans ces, si vous voulez, je peux vous dévoiler certaines de ces propositions. Allez-y. La première proposition, c'est que le massacre qui s'observe devant le domicile de Yahi... Pas le massacre, la situation. Bon, si vous voulez bien. La situation qui s'observe aujourd'hui devant le domicile de Yahi, on doit finir avec cette situation d'abord. Enlever, oui, ce n'est pas, nous ne sommes pas dans un pays de guerre. Les forces de l'ordre, les policiers qui entourent. Et les forces de l'ordre, c'est pour le peuple, ce n'est pas pour Patrice Talon. Okay. Enlever les barrières. Enlever les barrières. Exactement, enlever les barrières. Arrêter les intimidations, les arrestations arbitraires. Arrêter maintenant d'aller dans les maisons des uns et des autres, sous forme de ninja, aller arrêter des gens comme si c'est des criminels. Mettre une pause sur les interpellations. Il faut arrêter tout ça, vous comprenez? Après avoir arrêté tout ça, nous allons nous asseoir. Mais une chose est sûre, ce que le peuple demande, c'est qu'on finisse avec les députés illégitimes. Ils n'ont pas de députés. Le peuple veut 7 députés. Vous voulez dire, réclame 7 députés. Vous voulez dire, de manière claire, par là, pas en finir avec les députés, mais exiger de nouvelles élections. C'est ce que vous voulez dire. Écoutez, ça pourrait être des nouvelles élections, mais le peuple exige ses vrais représentants. Et exiger ses vrais représentants. Voilà, parce que si on prend garde aux mots, la compréhension peut être tout autre de l'autre côté. Le peuple exige ses vrais représentants. Parce que le peuple estime que 23% ne peuvent pas diriger le 73%. Ce concept flou. Non, c'est pas flou. Parce que, écoutez, monsieur le journaliste, des gens ici disaient, vous dites le peuple. Le peuple, c'est qui? Le peuple, c'est ça, le 28 avril. C'est ça le 28 avril. Les gens disaient, tantôt, on aura 70% de votants, on aura 80%, 5%. Avec les acrobaties algébriques, ils se sont retrouvés à 27%. Merci. Donc le peuple, c'est les 73%. Vos clés sont connues. Il faut enlever les barrières du domicile de Boni Yahi, lui permettre d'aller se faire soigner, naturellement, mettre terme aux interpellations pour le moment, aller au dialogue d'abord, puis les sanctions après. Arrêtez aussi, il y a des Gongolais qui passent devant avant. Pour dire, lorsqu'on voit 3 personnes en train d'échanger, on viendra vous arrêter. Parce que peut-être on va vous soupçonner on a noté ça dans quelques quartiers. Non, oui, dans mon quartier, les gens l'ont fait. Oui, est-ce que vous comprenez? Même au temps de la Révolution, on n'a pas. Mais ça, je crois que ce sont des initiatives individuelles de ces chefs quartiers. Mais c'est très grave, parce que les chefs quartiers, quand même, ont une hiérarchie. Ils sont à l'écoute. C'est très grave. Merci, salut. C'est très grave dans un pays démocratique, il faut finir avec ça. Franck Béanzin,
avant la question que je viens de poser à Saliou sur les clés pour sortir de l'impasse, vous l'avez vu, vous le savez, des émissaires d'Alassane Dramane Ouattara sont au Bénin, sinon sont passés au Bénin pour discuter avec le chef de l'État Patrice Talon et avec l'ancien Boni Yayi, qui est confiné à domicile, dont le domicile est entouré de policiers républicains et qui demande à aller se faire soigner. Comment vous jugez cette approche régionale ou sous-régionale, si vous voulez? Je le disais tantôt. C'est nécessaire d'aller jusque-là pour que ce soit quand même des pays amis et frères qui puissent venir régler les problèmes à l'interne. C'est pour ça que je disais tout au début de ce débat qu'une crise électorale, c'est avant et après les acteurs politiques. Et quand on établit, l'un dit que c'est un camp plutôt dit que c'est le président de la République, l'autre camp estime que c'est l'ex-président de la République et sa clique, ou certains de l'opposition. Mais je pense que le fait de déployer des gens pour aller rencontrer le président de la République et rencontrer également l'ancien président Yayi Boni, c'est un pas, ce n'est pas un mauvais pas, un bon pas, pourvu que, à l'issue de ces missions, qu'il y ait de résolutions idoines pour que le peuple puisse vivre la paix. Mais au-delà... Mais qu'est-ce qu'on pourrait attendre de cette mission? Non, moi je pense que la solution de la crise béninoise n'est pas forcément ou ne doit ou ne devrait pas venir de l'extérieur. La solution, c'est nous-mêmes. La solution, c'est au Bénin. Et il faudra retrouver cette solution au Bénin. Et j'en viens là, je voudrais déjà, par rapport à ça, dire que nos amis cessent. Là, vous abordez les clés pour sortir de l'impasse. Que nos amis cessent de parler de parlement légitime ou illégitime. Parce que à chaque fois qu'ils le disent, ils paraissent très ridicules. Parce que le Parlement qui a voté les lois, qui nous a conduits aux élections, c'est un Parlement qu'ils estiment légitime et ils n'ont pas respecté les lois votées par ce Parlement. Et donc, il faudrait qu'ils cessent de tenir ces propos. Dans un conflit, il y a des protagonistes. Et donc, chaque acteur de cette crise doit pouvoir ramener la balle à terre. Je pense que le président a lancé le premier pas, l'appel au dialogue. Je pense que la prochaine étape devrait pouvoir être la concrétisation de cet appel par la convocation d'un dialogue national ou d'un dialogue selon le canevas qui va être retenu. Et de l'autre côté, je voudrais personnellement demander à l'opposition de nous prouver qu'ils ne sont pas les auteurs des violences en montant également au créneau pour demander au peuple que la lutte, ce n'est pas des actes pas des actes de vandalisme que cela se fait, mais que de rester serein et que, à travers le dialogue, cela pourrait se régler. Je voudrais voir également les acteurs politiques de l'opposition de Tchaourou aller monter au créneau pour dire à la population dans ces environs, pour dire ce n'est pas brûler un commissariat qui va résoudre la crise. Et donc, que ce soit le gouvernement ou l'opposition, nous devons accepter, temporiser les choses. Nous devons également accepter, inviter les uns les autres à ne pas aller aux actes de violence, à aller au dialogue, mais avec des propositions, des observations concrètes. Je dis, par exemple, pour la proposition il faut inviter des gens, les représentants, bon, ça va se faire, mais souffrez qu'aujourd'hui, nous avons la gouvernance locale, c'est-à-dire la décentralisation et la déconcentration. Et donc, les gouvernants, au niveau de la décentralisation, c'est-à-dire les maires, les élus locaux, sont les seuls représentants légitimes que nous avons dans les localités. Soit on invite le délégué, le conseiller, le chef d'arrondissement et autres. Donc, on n'aura pas à élire d'autres instances. Donc, c'est les représentants légitimes et légaux que nous avons. Et de l'autre côté, il faut également que chaque Béninois sache que quand la crise commence, quand la guerre commence, on n'arrive pas à savoir opposant
émouvancier. Ça tire dans tous les sens et ça court dans tous les sens. Merci Franck Béhanzin. Vos propositions sont notées. Bien évidemment, il faut que les opposants, selon vous, cessent de traiter le Parlement actuel, le Parlement illégitime. Il faut qu'ils prouvent devant le monde qu'ils ne sont pas responsables des actes de vandalisme et qu'ils invitent bien les populations de Tchaourou au calme et que le chef de l'État, Pas seulement Tchaourou. toute la population de Tchaourou en particulier, vous l'avez dit, et puis le Bénin en général, et puis le chef de l'État aussi qui doit jouer sa partition, selon vous, en convoquant le plus rapidement possible le corps électoral pour un dialogue. Le corps électoral. Pas le corps électoral, à convoquer la classe politique dans son ensemble pour un dialogue politique franc, sincère et direct en vue de sortir de façon crédible de l'impasse électorale, de la crise post-électorale. Eh bien, c'est la fin de cette édition. C'était là vos mots de la fin. Merci d'avoir répondu présent sur ce plateau pour fournir vos arguments, croiser le fer, pour proposer vos clés pour la fin de la crise post-électorale. Merci, salut Adamou. C'est moi qui vous remercie. Eh bien, merci Franck Béhanzin. C'est moi qui vous remercie. Chers amis téléspectateurs, merci d'être restés fidèles à nos antennes et puis à bientôt.